Est-ce que du coup, tu peux nous parler, toi, on va dire, de ton parcours scolaire et après entrepreneurial? Comment ça s'est passé et jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai toujours aimé l'école. Je dis toujours d'ailleurs que les amours de ma vie, en tout cas, en font partie mes profs. Je me souviens de tous les noms de mes profs, sans quasiment aucune exception, parce que pour moi, c'était une chance immense. Ma maman, elle ne sait pas lire, pas écrire. Quand je la voyais faire une signature en 5 minutes, je me rendais compte à quel point c'était important de savoir lire, de savoir écrire, etc. Et l'école, moi, ça m'a toujours fait du bien parce que je venais d'une famille de 8 gamins où j'avais beaucoup, beaucoup de responsabilités. J'étais la troisième dans le rang, mais on m'appelait deuxième maman, donc j'avais beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et j'avais surtout la responsabilité de faire en sorte que mes frères et sœurs réussissent. Et donc, je passais mon temps à tout faire, voilà, pour qu'eux soient libérés et qu'ils puissent y arriver. Et à l'école, je voulais tout comprendre. Je savais que je partais de plus loin, mais je voulais arriver au moins en même temps que les autres, si ce n'est pas plus vite. Et donc, j'ai eu un parcours scolaire qui a été classique au départ. Après, j'ai pris le parcours BEP, Bac Pro Secrétariat. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi le secrétariat. J'aimais pas la hiérarchie, j'aimais pas les ordres, pas trop. C'était un peu mon tempérament. Mais j'ai appris des choses formidables qui m'ont permis de me structurer après pour mon business. Et puis moi, je voulais faire BTS Commerce International parce que pour moi, Commerce International, c'était dans la lignée de mon objectif parce que je disais toujours que je voulais être businesswoman. Et mes profs me disaient oui, donc tu vas être chef d'entreprise. Je disais non, non, j'ai dit businesswoman. Et donc ils disaient oui. Donc en France, on dit chef d'entreprise. Je disais mais moi je veux conquérir le monde, je veux pas conquérir la France. Donc je veux être businesswoman. Et donc mes profs ils me disaient tout le temps bon, t'es ambitieuse et tout, c'est super. Mais la chance que j'ai eue, c'est de ne jamais avoir un seul prof qui a remis en cause mes rêves, qui a remis en cause mes objectifs, qui a dit tu rêves trop grand. J'ai jamais eu affaire à ça, peut-être parce que j'avais aussi un tempérament qui faisait que je ne laissais pas le choix. Voilà. J'étais en plus un tout petit gabarit, moi, hein. Je faisais un T'as mètre. changé d'ailleurs. Bah, non, je triche, mais attends, à 18 ans, je faisais 1m37, je passais pas les attractions du parc Astérix. Ah, C'était chaud quand même. J'avais beau faire des coiffures comme ça, je passais pas. Donc non, non, j'étais pas très grande parce que je faisais un peu de gym sportive, mais j'ai grandi d'un coup parce que je demandais, tu vois, l'univers ça compte, hein. Tous les soirs, je suis sûre que Djibril l'a fait la même chose pour être aussi grand. Tous les soirs, je me mettais au balcon et je disais, étoile du soir, étoile d'espoir, si je fais un vœu, si j'en fais deux, un, deux, trois, fais ce que je veux. Mon Dieu, fais-moi grandir, fais-moi grossir, donne-moi des seins, un peu de fesses, s'il te plaît. Il m'a répondu à un moment, il m'en a donné un peu et j'étais ravie. ah J'ai bah. continué mon chemin. Comme quoi l'univers, il répond hein, parfois. Et donc, je ne sais même plus ce que je te disais, mais non, mon parcours, après, j'ai fait BTS Commerce International. Je suis partie à New York, j'ai fait un stage de fin d'études à New York. Je suis revenue, j'ai voulu continuer l'école. Je ne voulais pas partir de l'école. Donc, j'ai fait via le CNAM, donc à distance, j'ai fait un DESE Commerce et Affaires internationales. Et puis après, j'ai dû entrer dans la vie active. Et mon BTS Commerce International et mon DESE, je les ai fait en alternance, en bossant en parallèle au Quick, en même temps que j'allais au bureau. Donc le soir, j'enchaînais au Quick et je faisais mes devoirs dans le vestiaire parce qu'à la maison, il y avait trop de bruit. Et finalement, c'était plutôt cool parce que Quick, c'est quoi, Quick, McDo, tout ça. C'était une bonne école pour apprendre la diplomatie quand tu te prends des frites et Ah. tout, c'est pas mal. Mais ça m'a appris la diplomatie, peut-être le fait de ne pas confondre service et servilité, de me dire être au service des gens, c'est aussi très noble, etc., etc. Et puis à un moment, j'ai voulu monter ma boîte. J'avais un poste plutôt cool. Et j'étais donc dans une entreprise informatique. J'ai voulu monter ma boîte. Et j'ai tout planté, du jour au lendemain. Ma mère m'a dit que j'étais folle. Et j'ai dit que ça, je le savais depuis longtemps. J'avais 23 ans et demi à l'époque. Donc j'avais un job où je gagnais plutôt bien ma vie. J'avais mon appartement qui était donné par le 1% patronal. J'avais tout ce qu'il fallait, en tout cas aux yeux de mes parents. Mais moi, j'avais pas mal au ventre et moi, je voulais avoir mal au ventre. Je voulais de l'adrénaline, je voulais que ça bouge. Et donc, j'ai tout quitté pour monter mon premier business à 24 ans. Je me souviens, je voulais détrôner L'Oréal. J'ai pas réussi. Mais je me suis dit que même si je faisais 1%, peut-être que c'était déjà beaucoup mieux. Vaut mieux fixer des... Voilà. Moi, je me disais... voilà. Et puis, j'ai monté mes salons de beauté à l'époque et ça a été très vite. J'ai gagné le prix du jeune créateur de commerce.
Et là, ma fierté, c'était même pas d'avoir gagné le prix, c'est d'être passé devant les gamins qui avaient fait Centrale, Sciences Po, HEC. Je me suis dit, tu vois, tu peux y arriver aussi. Et du coup, d'avoir gagné le prix, c'était une satisfaction. Et c'était la première fois que mes parents étaient dans la salle pour une de mes réunions, entre guillemets. Et je recevais en plus ce prix-là, c'était génial. Et donc, j'ai ouvert mon premier business. J'ai ouvert jusqu'à 17 points de vente. Je me suis retrouvée avec quasiment 300 salariés qui sont passés en tout dans ma boîte. Et ça a été fou, jusqu'au redressement judiciaire qui est arrivé en 2013. On se C'était un peu connaît en pour retard, ça, ouais, non? parce que tu es un peu plus vieille que moi. pour C'est ça. sympa l'école du redressement. Hein. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais. On a bien parlé. Non, ça a été une sacrée expérience. Tu te retrouves avec des gens qui comprennent rien à ton business, mais qui vont gérer à ta place. Et ça a été douloureux, ça a été les montagnes russes, ça a été compliqué. Je suis passée, en fait, je suis arrivée, je me suis mise à gérer ma boîte. Il fallait que je sois un bon directeur financier, un bon directeur marketing, communication. Il fallait que je sache tout faire, sauf que je n'avais pas appris à tout faire. Il n'y a aucune école qui t'apprend ça, sauf l'école de la vie. Et en fait, c'est sur le terrain que j'ai appris, que je me suis construite. C'était ma première boîte. Et pour moi, même si je me plantais, c'est pas grave, parce que j'avais déjà réussi, puisque j'avais rempli mon sac un peu d'expérience. Et je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on ne dit pas aux gens, tu peux échouer. Et l'échec, c'est pas négatif. L'échec, c'est plutôt une expérience. Ça remplit ton sac, ça te fait grandir. Et après, tu ne fais pas les choses de la même manière. Et je pense qu'on a trop dans cette mentalité de pointer du doigt les gens qui échouent. Mais je dis toujours que les gens qui échouent sont des gens qui se sont levés et qui ont essayé un truc. Sinon, tu n'échoues pas. Voilà. Donc, tu te lèves, tu essayes, tu peux tomber comme un gamin qui apprend à marcher. Et donc, à un moment, tu apprends et à un moment, tu sais faire. Et donc, tu passes à l'étape d'après. Et donc, moi, en 2013, après quasiment un an en redressement judiciaire, fatiguée, au bord du burn-out, un événement qui m'a épuisée parce que je me battais pour sauver ma boîte et j'ai eu un vol cette semaine-là de la part de collaborateurs. J'ai dit j'arrête. J'avais un investisseur qui voulait mettre de l'argent, qui voulait mettre 2 millions d'euros. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, en fait, je ne veux pas faire un entrepreneur ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, ne mettez pas votre argent puisque mon esprit n'y est plus et j'ai plus envie de diriger cette boîte. Et donc, il n'a pas investi. On est devenus amis d'ailleurs aujourd'hui. Et ce jour-là, je me souviens avoir déposé un sac de plomb sur le bureau du juge. Parce qu'en fait, j'avais tout fait. Je connaissais tous les recoins du tribunal de commerce. Je venais là toutes les semaines parce que j'avais une galère, un truc que je n'arrivais pas à payer. On parlait des huissiers, je les ai eus. J'avais 17 points de vente. J'en avais un là. Je finissais de négocier avec lui. Il y en avait un autre qui était déjà dans un autre point de vente à côté. Et nerveusement, on a beau penser qu'on est capable de tout. Le corps, à un moment, il crie. Et moi, j'ai eu des trous de mémoire d'1 heure. Je ne me souvenais pas de ce que j'avais fait. J'étais épuisée. Et un jour, je suis rentrée chez moi en larmes, juste avant le redressement. Et ça a été le déclic, ça. Je suis rentrée chez moi, je me suis mise sous la couette, je me suis mise à pleurer. Pleurer. Je ne m'arrêtais plus. Je dis d'ailleurs dans mon livre que je ne savais pas qu'un corps pouvait contenir autant d'eau, alors que ce n'était pas un deuil ni quoi que ce soit. J'étais juste pas bien. Et quand je me suis mise à pleurer, mon père, à un moment, m'appelle. Il faut savoir que mon père, il m'appelle tous les jours. Et donc là, ça faisait 3 jours qu'on ne s'était pas trop parlé. Il me dit, comment tu vas? Je dis, je vais très bien. Je vais très bien, papa, ça va très bien. Il me dit, non, tu ne vas pas bien. Il dit, parce que si tu allais bien, j'aurais eu tes nouvelles. Il me dit, mais tu sais, il y a un truc qui est très important et que je voudrais te dire. Et ça a été, à chaque fois que j'en parle, ça me met les frissons. Mais mon père m'a dit, tu sais, il y a un jour où tu essaieras de me joindre, tu ne pourras plus. Et c'est vrai qu'on court après des choses, on passe à côté de l'essentiel. Et on passe à côté des gens qu'on aime parce qu'on est en train de courir après un truc qui finalement ne nous rend pas particulièrement heureux. Moi, j'avais la pression des médias parce que tout le monde disait « t'as réussi, c'est incroyable ». J'étais dans une prison dorée, moi j'étais malheureuse parce que tous les matins, je me réveillais avec 15 problèmes au lieu d'avoir 3 projets. Et donc j'étais là à traiter des urgences. Je prenais aucun plaisir à ça. Mais de l'extérieur, tout le monde, c'était t'as réussi, t'as tout ça, t'as des employés. Ouais, t'as beaucoup de merde aussi à gérer. Et ça, c'est terrible. Et donc, quand mon père m'a dit ça, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, il a raison, en fait. Et c'était sa façon de me dire, vis pour toi maintenant. Parce qu'il m'a dit tout de suite après, il m'a dit, mais tu sais, il y a un truc important. Tu voulais réussir. T'as réussi. Donc maintenant, pense à toi. Comme une façon de me dire, j'ai compris que tu voulais faire tout ça pour moi. Pour moi, c'est formidable ce que tu as fait. Maintenant, tu vis pour toi. Et donc, ce jour-là, c'était acté dans ma tête que j'allais au redressement, à la liquidation, et que je repartais sur une nouvelle expérience. Et je me souviens de ce lendemain de liquidation judiciaire où j'ai un journaliste d'un grand média qui m'appelle et qui me dit
Apsetou, je voudrais faire un article sur vous. Je dis, ah ok, super, sur quel sujet? Il me dit sur l'échec. Je dis, ok, super. Je dis, il y a plein de boîtes en ce moment qui se plantent, en fait. Pourquoi moi? En fait, parce que vous passez un peu en médias, etc. et que je trouve intéressant de parler de votre échec. Je dis, ok, super, je veux bien, il n'y a pas de souci. Et moi, j'avais toujours témoigné sur mes réussites et mes échecs parce que je pensais que j'avais une responsabilité sociale vis-à-vis de tous ces gamins qui m'écrivaient en me disant qu'ils avaient envie de faire comme moi. Je devais leur montrer que ce n'était pas que des paillettes et pas tout rose, en fait. Il y a aussi beaucoup de difficultés. Et au moment où le journaliste, on prend date, je viens et on fait l'interview. Et là, évidemment, je vais vous poser la question, qui a déjà sauté en parachute ici? Il y en a pas mal. Beaucoup d'entrepreneurs. Ceux qui n'ont pas sauté, j'espère qu'à la fin de ça, vous aurez envie de sauter d'une manière ou d'une autre. Mais le journaliste me dit, mais alors, vous êtes au fond du trou? C'était sa première phrase. Et je le regarde, je dis, pas vraiment, parce que vraiment, je me sentais soulagée, moi. Vraiment, ça a été un soulagement immédiat. D'ailleurs, j'ai remonté une autre boîte 3 semaines après. Mais il me dit, vous êtes au fond du trou? Je dis, non, non. Il me dit, mais vous venez de liquider une boîte, de tout ça, forcément, vous êtes au fond du trou. Et je lui dis, toujours pas. Non, je ne suis pas au fond du trou. Et je le regarde et je lui dis, vous avez déjà sauté en parachute? Et là, le type, il a dû se dire, mais elle a pété les plombs. Elle va pas bien du tout. Je dis, non, non, ma question est très sérieuse. Répondez-moi et je répondrai à tout ce que vous voulez. Il me dit, non. Je dis, vous devriez, parce que dans la vie, il y a l'amour et il y a le saut en parachute. Et là, il me regarde. Et je lui dis, je vais vous expliquer juste un truc. Je lui dis, quand vous décidez de monter votre projet, vous avez une idée, un projet ou une décision, vous avez toujours une tonne de monde qui court à côté de vous et qui vous donne plein de conseils. Si vous leur demandez, ils n'ont pas du tout vécu ce que vous vous apprêtez à vivre. Mais ils ont plein de conseils. Tu devrais faire comme ça. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire ça, tu ne devrais pas le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils sont là et ils vous conseillent. Et moi, je dis toujours, il y a ce qu'il faut entendre et il y a ce qu'il faut écouter. À vous de choisir. Et là, vous avancez vers l'avion parce que vous avez envie de vivre un truc un peu fou. Vous avez envie d'avoir ces mots de vente là dont je parlais tout à l'heure, cette adrénaline, ce truc que les sportifs ils connaissent quand il faut tirer le penalty qui va vous emmener à la coupe ou pas du tout. Vous l'avez là, dans le ventre. C'est la peur peut-être de réussir un truc, j'en sais rien. Et là, vous marchez vers cet avion. C'est comme quand vous marchez pour aller au tribunal de commerce immatriculer votre boîte. Ils continuent à vous suivre, les gens, en disant « mais t'es sûr et tout, tu pourrais être salarié ou tu pourrais faire ça, ça serait tellement plus cool pour toi, etc. » Et vous vous dites « non, non, moi je veux vivre une aventure, je veux partir à l'autre bout du monde ou je veux vivre un truc fou. » Donc, vous marchez avec détermination. Je saute assez régulièrement en parachute depuis que j'ai mes enfants, je saute moins. La dernière fois, j'ai sauté toute seule. Après m'être fait entraîner, après avoir eu un entraînement avec le champion de France, c'était assez fou. Et je marche vers cet avion, moi, déterminée. Parce que j'ai toujours dit, un jour, je vais voler. Et les gens me regardaient avec des yeux comme ça en me disant, mais elle est folle. Oui, je suis folle, je l'assume, mais je pense qu'un jour, je vais voler. Et donc, je marche vers cet avion et je suis déterminée. Je rentre dans cet avion. Et la première fois que j'ai sauté, j'étais avec une bande de gars. Ils étaient 7 ou 8. Ils étaient au taquet, chargés de testostérone. Ils étaient comme des dingues. Et je me souviens que l'animateur principal avait dit, vous allez voir, quand vous serez en haut, il n'y aura plus de bruit dans l'avion. Et donc on monte, et cet avion, il bouge dans tous les sens, il te fait t'as plus peur même que le saut. Et ben c'est la même chose quand on lance un projet. On a mal au ventre. Au début, on se dit, oh là là, nuit blanche, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? On a des doutes et pas de doutes, et on a encore des doutes, et c'est normal d'avoir des doutes, parce que c'est ce qui vous permet de vous remettre en question en permanence pour votre projet. Et j'ai marché dans cet avion. On est monté. Arrivé en haut, il n'y avait plus de bruit, effectivement. Ils étaient même blêmes pour certains. Et moi, j'étais hyper excitée. Toujours. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette excitation à sauter en parachute. Et oui, mon père aussi dit que je suis fou. Je vois dans tes yeux. Mais oui. Et que je suis folle, pardon. T'as vu? J'ai dit que j'étais fou. J'ai peut-être un peu de virilité en moi. Possible. On arrive en haut, la porte, elle s'ouvre. Vous avez le vide en dessous. C'est comme quand vous devez prendre un risque. Vous ne savez pas où vous allez. Vous avez un vide. On peut vous dire ce que vous allez trouver au moment de cette prise de risque. Personne ne le sait. Il n'y a que vous qui allez le savoir par l'expérience que vous allez vivre, parce que chacun apprend différemment et apprend des tas de choses que l'autre ne va pas apprendre en faisant la même chose. Et donc, vous regardez en bas et vous dites « Ah ouais, quand même, c'est haut. » Ouais, c'est haut. Et tout vous paraît tout petit, mais le saut, il paraît grand. Et là, vous dites « Waouh, il faut vraiment que je saute. » Ouais, il faut que tu sautes. En tout cas, si tu en as envie, tu vas sauter, et tu vas être excité, tu vas sauter. Et ben, je peux vous dire que les garçons qui étaient avec moi dans l'avion, c'était en tandem, vous sentiez qu'ils se faisaient traîner au bord de l'avion et
boum, ils tombaient comme des sacs à patates. Ils n'avaient pas envie d'y aller. Ils n'avaient pas envie d'y aller. Il y en a peut-être un ou deux qui avaient envie d'y aller, mais l'autre, tu sentais qu'il le faisait pour son copain, quoi. Voilà. Et ça, justement, ne pas faire les choses pour les autres, les faire pour vous, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez envie, parce que ça vous excite. Et je me souviens que ça m'a marqué. Il y a ceux qui sautent par contrainte, il y a ceux qui sautent mais qui n'étaient pas très sûrs, et puis il y a ceux qui sautent parce qu'ils avaient envie. Et moi, ce jour-là, j'ai sauté. J'entendais presque la chanson d'R. Kelly, I Believe I Can Fly. Ah ouais, tu es vraiment. Mais oui, Ça court là-dedans. ça courait là-dedans. Et je me suis dit, je saute. Et je peux vous dire que ce n'est pas agréable du tout au début. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Tu as la bouche qui se remplit d'air, tu vois flou, tu as la bouche qui fait ça, comme ça, sur le côté. Tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive, c'est la chute libre. C'est pas agréable. Tu as peur, tu as mal au ventre, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu es déjà dans le vide. Ça, c'est quand tu as immatriculé ta boîte, que ton premier courrier, c'est déjà celui de l'URSSAF. Tu étais là, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois tes soirées avec tes copains défiler, ça y est, tu n'en auras plus. Au départ, tu as beaucoup de nuits blanches. Tu te dis, mais mon Dieu, tu te réveilles avec des sueurs. Tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et tu tombes, comme ça va vite. Tu te dis, oh, ah ouais, c'est chaud. C'est là que tu te rends compte que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et là, le parachute, il s'ouvre. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu sautes en tandem, tu te rends compte que tu ne sautes pas tout seul. Tu sautes toujours avec quelqu'un. Tout comme quand tu te lances dans un projet, un sportif, par exemple, vous voyez parfois un tennisman, il est tout seul sur le terrain, il a sa raquette, mais il n'est pas tout seul, il a un kiné, il a un coach, il a sa famille, il a plein de gens. On n'est jamais seul, la vérité, c'est ça. Et il ne faut pas être seul, parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent une affaire de solitude. Mais la vérité, c'est que tu es avec tes équipes, tu fais pas tout seul, je n'y crois pas. Et si un jour tu es Wonder Woman ou Superman, c'est aussi grâce aux gens qui ont pris soin de ta cape, de tes super pouvoirs et de pouvoir t'accompagner là où tu pouvais plus. Et quand ce parachute s'est ouvert avec cette personne avec laquelle j'ai sauté la première fois qui était là, c'est un truc incroyable. Parce que d'abord, vous avez l'impression de vraiment de remonter. Vous dites, waouh, j'y suis. Et en fait, vous êtes où? Vous êtes face peut-être au premier de vos succès, à votre première petite réussite, aussi petite soit-elle, il faut l'apprécier. Le parachute, il s'ouvre, vous êtes au-dessus du monde, vous regardez la beauté de ce monde, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Vous avez l'impression, même si vous avez le vertige, quand vous regardez ça, c'est beau, c'est beau. Et bien ça, c'est la même chose que quand vous allez passer après un certain nombre de galères et que vous allez vous rapprocher de votre succès, vous allez le toucher, vous allez le vivre. Ça dure peut-être pas longtemps, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? C'est pour ça que je disais, dans la vie, il y a l'amour ou le saut en parachute, parce que c'est quand même proche d'un orgasme assez fou. Ah ouais. Ah ouais. C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Et moi, j'ai pris un plaisir fou. En plus, j'ai le moniteur qui a fait tourner un peu le parachute et tout. Donc, j'ai pris un plaisir absolument incroyable. Comme dans tous les sauts, comme dans toutes les aventures, comme dans toutes les expériences de vie, il y a un moment, l'atterrissage. Si on vous a expliqué que l'atterrissage pouvait vous faire un petit peu mal ou pas du tout, mais en tout cas, qu'il fallait atterrir pour rebondir, repartir, refaire autre chose, alors vous arrivez en vous disant vous allez taper le sol avec une énergie de dingue parce que vous avez envie de rebondir super haut. Et si vous tapez avec légèreté, vous ne rebondissez pas vraiment. Et en fait, quand on ne prépare pas les gens, souvent ils se font mal. Ils atterrissent n'importe comment, ils ne veulent plus y retourner. Et en fait, moi, j'ai tapé le sol avec rage, avec détermination, parce que j'avais conscience, de toute façon, en démarrant mon expérience, que je pouvais ne pas faire exactement ce que j'avais prévu, mais quoi qu'il arrive, j'allais gagner, parce que j'allais grandir. Et que cet échec, s'il arrivait, serait une expérience. Et je m'étais préparée mentalement, comme un sportif, c'est ce que je disais tout à l'heure, de haut niveau, qui se prépare à la compétition chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, il est là, il doit s'entraîner parce qu'il a une compétition, il a un truc à réussir. Et quand il réussit, il se dit que c'est formidable, mais quand il se plante, c'est là qu'il se remet en question pour la suite, pour le match d'après. Et c'est ça qui est important, c'est cette remise en question et cette sensation de progresser en permanence. Et le match d'après, tu vas le jouer peut-être différemment, et ton mental, il sera peut-être plus encore là. Et je pense que c'est dommage de ne pas apprendre ça à nos gamins à l'école. Quoi que tu fasses, fais-le, vis-le pour toi. À la fin, tire-en les conclusions qui sont les tiennes et demande-toi, avant de te demander ce que tu as foiré, demande-toi ce que tu as réussi. Ça, c'est hyper important pour notre jeunesse, pour nos gamins, parce qu'ils ont tous la possibilité de réussir. Tous.
Et c'est vrai qu'à un moment, je disais, ouais, on dit tous, mais quand tu es né au milieu de la guerre, etc., tu n'as pas trop de la chance de t'en sortir. J'ai rencontré un entrepreneur qui s'appelle Jean-Michel Karam. Il est un enfant de la guerre. Il est né au Liban, pendant la guerre du Liban. Et il est aujourd'hui un entrepreneur incroyable. Il a fait coter en bourse sa boîte pour 1,5 milliard d'euros à 38 ans, je crois, un truc comme ça, à la bourse de New York. Et aujourd'hui, c'est un gars qui fait des trucs formidables, qui accompagne beaucoup de gens, qui a le cœur sur la main et qui a conscience de ce qu'il a fait et qui en parle effectivement avec humilité, mais qui en parle. Et je pense que d'avoir des bouquins et tout, c'est super, mais un gamin, à un moment, quand il ne voit pas un exemple concret en face de lui, qui a fait, pour lui, c'est abstrait, ça n'existe pas. Donc, moi, je pense, en tout cas aujourd'hui, j'apprendrai à mes enfants que dans la vie, tu peux échouer, mais quoi qu'il arrive, tu auras gagné un truc. Et quand j'ai fini de raconter cette histoire à ce journaliste, il me dit, alors, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, j'avais envie de recommencer. J'avais envie de recommencer. Dans la vie, on prend tous des décisions et en fait, on saute tous en parachute sans s'en rendre compte. Chaque jour, quand vous prenez une décision, quand vous vous lancez dans un projet, quand vous décidez, je sais pas moi, de quitter un conjoint, ne le faites pas, si tout va bien, mais de quitter un conjoint pour vivre votre vie, quand vous prenez une décision qui impacte votre vie, eh bien, vous sautez en parachute. C'est le même schéma, en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus qui vont sauter en parachute, même si vous avez le vertige. L'amour sans vertige, c'est nul. Il faut avoir des vertiges. Voilà, la vie sans vertige, c'est nul. Donc, il faut avoir cette montée, descente et tout, c'est agréable. Voilà. Donc, moi, merci beaucoup. J'ai regardé ce journaliste et je lui ai dit, mais moi, j'ai envie de recommencer, en fait. N'imaginez pas une seconde que, oui, c'est forcément ça. Il y a des moments où ça allait pas bien, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait là. Et venant d'une famille avec le parcours de mon papa, je suis encore plus contente aujourd'hui d'avoir pris les risques qui ont été les miens parce que j'avais conscience d'une chose, c'est que j'avais rien à perdre. Quand tu viens de cette histoire-là, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Et donc, j'ai décidé de gagner. Et c'était plutôt cool. Waouh. Aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel? Alors aujourd'hui, comme je le disais en intro, j'ai eu 40 ans. Et en fait, pour moi, 40 ans, j'avais toujours dit à 40 ans, je serais une femme libre. Je crois que je l'étais déjà avant. Mais dans ma tête, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Ouais, on se sent bien à 40 ans. On nous fait flipper avec ces 40 ans, mais en fait, ça va, quoi. Et donc, je suis contente. En plus, j'ai 2 enfants et je me dis que je vais en faire un autre. Parce qu'on dit qu'à faire un enfant après 40 ans multiplie par 3 les chances d'être centenaire. Et vu que j'ai plein de projets, il faut que je tienne. Donc ça, c'est important. Et non, aujourd'hui, j'ai ma collaboratrice qui est là, Nadia, qui est mon précieux. Voilà. Quand je vous disais, on ne réussit pas toute seule, on en a porté des cartons, on en a fait des déménagements, on en a vécu des galères, on en a vu des huissiers. Elle sait, elle-même, elle sait. Merci Nadia, merci. Je te le dis devant tout le monde parce que ça compte. Ouais. Elle est là tout le temps et quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, donc avec Nadia, on a lancé un projet qui s'appelle Beautypreneur. En fait, j'avais créé ma marque de cosmétiques. Et à un moment, je vendais dans les plus grandes enseignes, Sephora, Monoprix, tout ça. Et je me disais, mais t'arrives, t'as travaillé sur un produit comme une dingue. Et eux, ils négocient ça comme des marchands de poissons. Et même un marchand de poissons, son poisson, il est parti le chercher, quoi. Donc, ils te négocient ça, tu te retrouves à gagner 1 euro. Et puis, il n'y a pas de sens à ce que tu fais. Et moi, je voulais qu'il y ait du sens aujourd'hui dans ce que je fais. Et donc, j'ai lancé il y a à peu près 1 an et demi avec donc Nadia, ma collaboratrice, et d'autres collaborateurs. On a lancé un projet qui s'appelle Beautypreneur, qui devient aujourd'hui Lifepreneur. En 1 an et demi, on a 1 millier de femmes qui nous ont rejoints. C'est un projet qui permet aux femmes et aux hommes, mais beaucoup aux femmes qui sont en situation de précarité, d'avoir un complément de revenu ou un revenu à part entière. T'en as qui gagnent 100 euros, t'en as qui gagnent 4 000 nets par mois. Et en fait, elles vont vendre donc tous les produits que je commercialise. Elles l'ont à disposition dans un catalogue. Elles ont une application, elles ont un back-office, elles ont tout. Et du jour au lendemain, elles se retrouvent donc à gérer leur business. Aujourd'hui, c'est plus un concept store puisqu'on fait de la beauté, de la mode, de la déco, du lifestyle. Et elles vont pouvoir organiser des réunions virtuelles, digitales ou physiques et commercialiser leurs produits. En 1 an et demi, on a créé un truc complètement dingue. On est approché aujourd'hui par un des leaders mondiaux qui veut qu'on rejoigne son aventure. Et juste par défi, moi j'ai envie de montrer qu'on peut aussi, quand on monter un beau truc avant, éventuellement de faire avec d'autres. Et moi, j'ai pas de problème à faire avec d'autres parce que je pense que la réussite, quand tu l'as faite toute seule face à ton miroir, c'est quand même assez triste. Hein. C'est super, c'est génial. Mais quand tu l'as faite en équipe, c'est génial.
vous portez, c'est génial. Tu as cette adrénaline de groupe, d'équipe qui est top. Et ça j'adore. Et donc on a lancé ça et c'est vraiment un super projet. Moi, en tout cas, qui remet du sens au milieu de ma carrière professionnelle, au centre de ma carrière professionnelle. C'est mon plus beau projet entrepreneurial. Je continue la télé. Vous avez dû voir que je n'avais pas forcément la langue dans ma poche. Ça m'a valu des petits conflits, mais ce n'est pas grave. Donc, je refuse de faire ce que je ne veux pas faire en télé. Je ne veux pas faire de télé pour faire de la télé, parce que sinon, je serais chroniqueuse aujourd'hui dans certaines émissions que vous voyez peut-être quotidiennement. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire vraiment des choses qui me plaisent. Là, je viens de signer avec RMC. Donc, j'ai une émission tous les samedis soirs sur la conso. Et ça, j'aime bien parce qu'on est proche des gens. C'est des astuces pour mieux consommer, pour les foyers, etc. Et j'aime bien. J'ai toujours mon émission sur Canal+ d'Afrique, voilà, qui est une émission incroyable, qui est diffusée sur tout le continent africain. Et je continue à avoir mon média où je produis des petits contenus pour donner la parole aux gens qui ne l'ont pas forcément, pour donner la parole à des entrepreneurs, des marques qui sont des petites marques. Je veux faire des choses qui ont du sens. Et si demain on me propose autre chose en télé, il faudra que ça ait du sens, sinon je ne le ferai pas. Voilà. Ok, beau parcours. Hein, Merci.